Bonjour à tous. Donc voilà, on se retrouve après la double confrontation contre les Comores. J'ai pas fait de vidéo d'analyse après le match aller parce qu'il était fort proche du match retour. Donc je préfère faire une vidéo d'analyse globale qui reprend le match aller et le match retour. D'ailleurs, ces deux matchs étaient très mauvais. On a été tellement nuls que cette vidéo aurait mérité une introduction à la Mohamed Eni. Et franchement, plus sérieusement, cette équipe était méconnaissable par rapport à celle à la Coupe du Monde. Alors ouais, d'accord, il y avait des blessés, il y avait des absents comme Ziyech, Benatia et tout ça. Mais franchement, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe des Comores, on doit les battre minimum 3 ou 4-0, ne serait-ce qu'à domicile. Vous vous imaginez? Là, on parle d'une équipe dont la star, c'est Ali Amada, l'ancien gardien de Toulouse, qui pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, le mec il se fait surnommer le Père Noël tellement qu'il donne des cadeaux à ses adversaires. Enfin, soit. Dans cette vidéo, je vais vraiment pas manquer de respect à cette équipe des Comores, parce que sur ces deux matchs, l'équipe qui méritait le plus de se qualifier en Coupe d'Afrique, c'était eux et surtout pas nous. Donc dans cette vidéo, je vais analyser les deux matchs et comme d'habitude, je vais vous donner mes tops et mes flops. Les Comores nous ont vraiment donné une leçon au niveau technique et au niveau tactique. Beaucoup de Marocains ont critiqué leur jeu soi-disant parce qu'ils jouaient à 11 derrière et qu'ils passaient leur temps à défendre. Personnellement, je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce qu'on a vraiment pu voir au match aller et au match retour que malgré que ouais, ils étaient bien organisés défensivement, mais c'est pas pour autant qu'ils balançaient tous les ballons devant. Bien au contraire, ils construisaient à chaque fois leur action en se basant sur des passes courtes en une voire deux touches de balle, toujours en démarrant de leur gardien. D'ailleurs, malheureusement pour eux, ils se sont fait avoir à leur propre jeu sur le deuxième goal du Maroc aux Comores. Parce que le gardien a voulu relancer avec une passe courte comme d'habitude, mais malheureusement pour les Comoriens, cette fois-ci ça n'a pas marché. Mais sinon, à part cette action, ils ont toujours été efficaces dans le jeu de passe courte. D'ailleurs, malgré le pressing de nos 5 joueurs à vocation offensive, les Comoriens avaient une grande facilité à éliminer ces deux lignes de devant. Ils arrivaient toujours à trouver leur numéro 7 qui nous a fait énormément de mal à l'aller comme au retour. Bref, tout ça pour dire que les Comoriens ont développé un très beau football, que ce soit sur la magnifique pelouse de Casa ou sur leur vieux terrain synthétique. Donc pour ceux qui cherchent à trouver des excuses en parlant du terrain pour la contre-performance du Maroc au match retour, on n'a absolument rien à dire, parce que les Comoriens avec des joueurs beaucoup moins talentueux que les nôtres ont réussi à développer du beau jeu. Après, je peux comprendre qu'il y en a qui vont dire ouais, ils ont plus l'habitude que nous de jouer sur ce terrain-là, mais cet argument-là, je peux absolument pas l'entendre. Si encore on avait gagné 4-0 à Casa au match aller, et qu'après on aurait perdu aux Comores, là j'aurais pu dire ouais, c'est le terrain, d'accord, c'est la chaleur, c'est ci, c'est ça. Mais là, le problème, c'est que même chez nous, on a été désastreux. Pour moi, le match aller a été même peut-être encore pire. D'ailleurs, c'était la victoire la moins méritée du monde. Franchement, j'ai honte de ce match. À la Coupe du Monde, on a été les premiers à parler de l'arbitrage, mais là, les Comoriens ont juste vécu la même situation que nous, hein. Déjà, les Comores devaient avoir 2 pénaltys, un provoqué par Dirar et l'autre par Saïs, mais surtout le Maroc devait jouer une mi-temps à 10. Parce qu'en début de deuxième mi-temps, il y a un carton rouge indiscutable sur Dacosta. Donc franchement, quand il y a 2 pénaltys pour l'adversaire qui n'ont pas été sifflés et qu'en plus tu dois être en infériorité numérique, personnellement, j'ai juste honte de cette victoire. Surtout que le but qui nous a permis de gagner, c'est un bête penalty qui a été sifflé bien après le temps additionnel. Donc quand tu as besoin d'un penalty à la toute dernière minute pour gagner contre les Comores, et que ce jour-là, ton meilleur joueur, ça a été l'arbitre, franchement, tu peux juste aller te cacher. Et quand tu vois Fudge célébrer pendant une demi-heure en faisant ses grimaces de clown à 2 francs, franchement, c'est juste malaisant. Calme-toi, on dirait que t'as mis une retournée en finale de Champions League. T'as juste mis un vieux penalty contre les Comores, hein. Enfin, soit, on va passer au top et au flop de ces deux matchs. Pour ce qui est des tops, vous avez vraiment cru qu'il y avait des tops dans ce match? Non, je suis vraiment désolé, mais pour 2 matchs aussi mauvais, contre une équipe largement à notre portée, j'ai pas le droit de donner de top là. Ah si, peut-être rien un top. Je l'avais complètement oublié. Il a fait son entrée en deuxième mi-temps du match retour. C'est le vent. Regardez, même Hervé Renard le dit. Il y a mes cheveux, énormément de vent, mais on avait le vent en deuxième mi-temps. C'est aussi pour ça qu'on a fait une bien meilleure deuxième mi-temps. Donc ouais, le vent a été très bon. Il a été très important dans la récupération, en empêchant les Comoriens à relancer proprement. Et il a été aussi très précieux offensivement, en nous aidant plus facilement à nous projeter vers l'avant. Ensuite, plus sérieusement, pour parler des flops, on va parler d'abord de l'homme qui devait pas finir le match aller, c'est Dacosta. Encore une fois, il a été catastrophique dans sa relance. Et d'ailleurs, Saïs n'a pas été non plus exceptionnel à ce niveau-là. Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance d'un joueur comme Benatia dans la défense centrale. Bien sûr, il a beaucoup de défauts, mais on pourra pas lui enlever son travail dans la relance. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, faut pas oublier qu'il a été entraîné par Guardiola. Ensuite, on a Dirar. Franchement, ça avait rien à voir avec le Dirar qu'on connaît, celui qui nous a qualifié à la Coupe du Monde à Abidjan. Pendant tout le match aller, il a pas réussi un seul centre. Et défensivement aussi, c'était une catastrophe. Il s'est fait malmener par le numéro 7 des Comores pendant tout le match. Et en plus, il provoque un penalty indiscutable qui a pas été sifflé. Donc franchement, je pense qu'il est temps qu'il laisse sa place à Mazraoui et qu'il faut le laisser régler ses problèmes qu'il a en club. Ensuite, Mendil, faut qu'on en parle. Franchement, faut qu'il me présente son agent. Parce que je sais pas comment il a fait pour arriver à Schalke et pour avoir du temps de jeu là-bas. Sur l'ensemble des 2 matchs, comme Dirar, il a été inexistant offensivement et comme d'habitude trop naïf dans sa façon de défendre.
en laissant ses adversaires se retourner de façon très facile. Et il a surtout toujours autant de problèmes dans son positionnement. D'ailleurs, sur le premier but qu'on se prend aux Comores, c'est justement à cause de ça. Il n'était pas aligné avec le reste de la défense et il s'est fait avoir dans son dos. Ensuite, je voulais aussi dire un petit mot sur le Haddad. Son entrée a fait énormément de bien, il a vraiment apporté de la percussion dans le jeu. Malheureusement, il s'est montré trop maladroit sur le dernier geste, à l'image de son tir envoyé dans les nuages en début de deuxième mi-temps, ou encore de son déboulé sur le flanc gauche qui s'est terminé en sortie de but. Donc c'est vraiment dommage qu'à plusieurs reprises il ait confondu vitesse avec précipitation, parce qu'il aurait vraiment pu apporter beaucoup plus. Enfin, pour terminer avec mon dernier flop, c'est tout simplement Hervé Renard. Il a fait beaucoup de choix que j'ai pas compris, comme le fait d'aligner une série sur le côté gauche au match aller, alors qu'on sait bien que ce joueur c'est la dernière personne au monde qui a un profil d'ailier. Mais ça, je pense que c'est à cause de ses choix dans sa liste de départ, parce qu'il y a énormément de joueurs qui peuvent jouer à ce poste qui sont restés à la maison, comme Nabil Zahar ou encore Bouffal, et même un certain Touhami qui joue à Valladolid. Ces trois joueurs font un très bon début de saison. Pour Bouffal, il commence vraiment à avoir du temps de jeu et à simplifier son jeu en étant plus décisif. Et Nabil Zahar commence à être de plus en plus régulier et important dans son club. Enfin, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu Boussoufa titulaire au match aller, en sachant qu'il avait pas de club, j'ai vraiment eu peur. Mais après avoir vu ce match, c'est même pas ça qui me fait peur. C'est le fait qu'il ait été meilleur que la plupart de son équipe. Et ça fait vraiment peur de voir un joueur sans club qui s'entraîne au Basic Fit ou au Fit 5 du quartier avec ses potes être meilleur que des joueurs qui s'entraînent dans des grands clubs en Espagne, en Allemagne ou encore en Angleterre. Donc voilà, 2 matchs très difficiles. Et je l'avais d'ailleurs anticipé avant sur Twitter et j'espérais me tromper. Mais il faut constater qu'on a vraiment une dépendance en Ziyech et Benatia. On est toujours deuxième, mais le Malawi s'accroche bien derrière. Donc la qualification en Coupe d'Afrique est entre nos mains, mais on aura le droit à aucun faux pas. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc abonnez-vous pour être tenu au courant.